Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, c'est moi, c'est Polo qui va assurer le rôle d'Anchorman pour cette émission parce que Joseph n'est pas là. Joseph fête son anniversaire. Joseph fête ses 30 ans. Si vous étiez avec nous hier soir sur la quotidienne ou ce matin sur Wina, vous savez que Joseph vient d'avoir 30 ans et que ce soir, il est en resto. Il était avec sa famille toute l'après-midi en début de soirée. Et ce soir, il va au resto avec sa chair et douce. Et du coup, il n'est pas là avec nous ce soir, mais il nous l'a dit, il nous l'a promis. Il va nous regarder discretos au restaurant. Robin et moi, il nous a envoyé un message juste avant Ce qui est l'émission. pratique, c'est qu'il allait au kebab, donc il allait en fait euh, envoyer l'image de son téléphone sur la télé du kebab et pouvoir voir l'émission en direct. Un kebab berlinois quand même, hein, parce que faut pas déconner, c'est quand même les 30 ans. Du coup, je suis avec mon Robin aujourd'hui. On sera pas que tous les deux aujourd'hui. On vous expliquera ça plus tard. Il y, a- En tout cas, là, je il y suis en a, avec il y en a qui disent dans le chat qu'ils voulaient me voir gérer l'émission pour le techniquement, mais je pense que c'est mieux que ce soit toi quand même. Bah écoute, franchement, honnêtement, j'ai pas vu une seule seconde de l'émission que tu as gérée techniquement parce que j'étais au mariage. Mais écoute, j'ai pas eu de remontée incendiaire de la part du chat, donc j'imagine que ça s'était Ça quand va, même ça va. plutôt bien placé. Comment tu vas, toi, Robin, du coup? Ça va très bien. Petite étape tranquillement que j'ai suivie aussi en famille, je t'avoue, dans le canapé, au frais. Et je suis de retour ici chez moi pour faire l'émission. Il y a Mer Bleu 83B dans le chat qui me dit Joseph qui est retenu par la dernière émission. N'oubliez pas les paroles. Et après sa superbe interprétation, on rigole. Mais déjà, Joseph chante bien parce que quand je vois N'oubliez pas les paroles, et j'en parlais avec Robin juste avant l'émission parce qu'après Vélo Club, j'ai laissé un peu traîner la télé. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc je pense que Joseph a toutes les chances de participer à cette émission. Je reprends ma De petite toute fiche. façon, t'es pas sélectionné pour tes qualités de chanteur quand tu vas n'oublier pas les paroles, non? Bah ouais, mais pourquoi il chante alors? Bah, c'est pour le jeu, c'est parce qu'il fallait Ouais, trouver un jeu, quoi. qu'ils arrêtent, C'est qu'ils arrêtent de chanter alors, c'est parce que comme, pour le c'est coup. comme quand tu vas sur Question pour un champion où tout le monde veut prendre sa place, il y a des mecs qui arrivent pas à répondre, mais ils sont là parce qu'ils sont marrants, quoi. Joseph, ça peut être le mec marrant. Bon, aujourd'hui, du coup, comme tu disais, Robin, une étape tranquille, mais une étape où il s'est encore passé beaucoup de choses et j'ai en Plus que tête ces prévu, mots. non? Beaucoup plus que prévu, en vrai. Beaucoup plus que prévu. On s'attendait à un bras de fer quand même avec les baroudeurs qui tenteraient le coup aujourd'hui. On l'a eu, même plutôt bien, on en parlera. On a eu un très beau sprint, on a eu des éléments et des faits de course hyper intéressants. Alors, on remercie Patrick Le Flic pour le petit sub. L'étape n'était pas ennuyeuse, Arthur, faut pas dire ça. Franchement, je sais pas Franchement, je toi, m'attendais Robin, à ce que tu pire, en as hein. pensé, mais je m'attendais vraiment à pire aujourd'hui. C'était vraiment l'étape qui me faisait le plus peur. Et mine de rien, il s'est passé des choses, des belles et des moins belles, on en parlera. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même passé un bon moment. On parlera de ce sprint gagné par Philipsen. On parlera aussi de toute cette bataille, notamment ce groupe Groenewegen Back Exchange qui a mené une lutte trépidante pour revenir dans le peloton après la belle accélération des treks. On parlera de Benjamin Thomas avec Alexis Goujard et tout, le numéro extraordinaire que nous a fait le coureur Cofidis dans les 10-15 derniers bords. On remercie aussi à Mezou, Steph, la famille qui nous lâche un petit sub. Et surtout, on parlera de la Jumbo, Robin, parce que je pense que nous, ce qui nous C'est intéresse le gros sujet, aujourd'hui, hein. on a eu une belle étape. On a eu une belle étape, on a eu un beau sprint, mais ce qui nous intéresse, c'est les déboires de la Jumbo. Est-ce que ça peut potentiellement les affaiblir pour la suite de ce Tour de France? Donc on verra. Un petit point fantasy, peut-être pas aujourd'hui, parce que les classements risquent de sortir un peu plus tard. On verra au fil de l'émission. Alors que j'ai fait une bonne affaire, Polo. Ah, t'as fait une Parce que bonne j'ai mis affaire, on sait Philipsen. pas. On sait pas Bah si, j'ai encore. On sait pas bah, encore. j'ai Peut-être que les forcément fait autres. une bonne affaire, j'ai mis le vainqueur. Tu te rapproches du maillot, Robin. Tu te rapproches du maillot. On le rappelle, hein. Imagine. Ah, promis, si jamais je gagne un maillot, je le remets à celui qui sera derrière moi. On le rappelle, bon, c'est un peu tard pour les gens qui veulent participer, mais on rappelle que les trois premiers gagnent trois maillots Specialized, trois maillots de la Quick Step. Un de Julien Philippe, champion du monde dédicacé, un de Florence Sénéchal, champion de France dédicacé, et un de Remco Evenepoel, classique, mais très joli quand même Et c'est des maillots tous nos amis Specialized, bien belges. sûr. Hein? Et c'est bien sûr des maillots Specialized. Des maillots Specialized, bien sûr, Quick Step, tout à fait. Où est-ce qu'on était? Du coup, la fantasy, je vous l'ai dit. La preview. Et la preview, même si c'est dans 2 jours, on va s'intéresser à cette étape. L'étape que Robin attend depuis le début du Tour de France. L'étape qui arrive à Foix et qui passe par le port de l'Air, et le mur de Péguerre. Le mur de Péguerre qui est une sacrée affaire. On le verra tout à l'heure.
la rétro de Robin sur quoi, Robin? Tiens, de quoi tu vas nous Sur parler aujourd'hui? Alexandre Vinokourov qui avait gagné à Revel en 2010 et on est passé à Revel aujourd'hui. Donc c'était l'occasion de revenir un peu sur l'histoire de Vino, l'histoire contrastée de Vinokourov avec le Tour de France. Intéressant, Vinokourov, personnage clivant de chez Clivant, mais quand même Ah là, on plutôt peut pas aimé faire plus. Hein. avec une bonne cote de popularité quand même. Moi, je serais curieux de l'entendre. C'est ça qui est marrant Et parce qu'il y a des mecs clivants, enfin il y a des mecs qui étaient chargés, qui l'ont reconnu, etc. et qui sont en fait juste détestés par tout le monde. Mais c'est pas le cas de Vinokourov. Il y a quand même une frange qui aime beaucoup Alexandre Vinokourov. c'est ça, c'est ça. Et on terminera avec un quiz. Robin contre le chat. Alors, déjà, c'est cool pour vous parce que vous pourrez enfin vous tester face aux champions des champions. Mais après ce quiz, ou avant, on ne sait pas encore en fonction des timings, mais on sait qu'autour de 19h45, Gaëtan Scherer, journaliste à l'équipe qui est sur le Tour de France en ce moment et qui suit plutôt la Groupama FDJ et précisément David Gaudu, sera avec nous. Gaëtan, qui est un ami de Roulis, vous l'avez sûrement déjà vu dans les émissions, et qui nous parlera un peu de la vie sur ce Tour de France, notamment autour de ce qui se passe avec le Covid, les accès, comment ça se passe pour lui, ce qu'il a vu de l'intérieur, et ce qu'on n'a pas forcément vu. Ce serait hyper intéressant d'avoir Gaëtan, et je suis sûr que Robin et vous avez plein de questions à lui poser, donc préparez vos questions, on s'appuiera beaucoup sur vous, on rappelle que c'est aussi votre émission, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les transférera à Gaëtan, qui sera là avec nous du coup, vers 19h45. Donc voilà, Robin, on peut commencer du coup avec cette étape. Et bon, la première chose, chronologiquement, on va au plus chaud. Cette belle victoire de Jasper Philipsen au sprint, c'était plus ou moins attendu. On sait que toi, comme moi, on avait mis une petite pièce sur lui ce matin. On sait que c'est quelqu'un qui passe bien les bosses. On sait qu'il y a un sprinter qui va très vite. Le seul problème, c'était le placement. Il l'a pas eu aujourd'hui, ce problème-là. Et forcément, quand il arrive à mettre toutes ces petites choses les unes à côté des autres, et ben forcément, ça donne un sprint maîtrisé. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il n'a pas encore fait le sprint parfait. Il passe du côté. Oh, on sonne chez moi, Polo. C'est incroyable. Début d'analyse. On sonne chez moi. Mais attends, t'as pas quelqu'un à envoyer pour ouvrir. Attends. Mais non, parce que c'est la personne que j'envoie d'habitude qui vient sonner à la porte. Où sont C'est la tes norme. serviteurs, Robin qui a fait énormément d'argent, C'est bon, sur elle a compris que j'avais les laissé paris la porte sportifs. ouverte parce que tout était pensé. J'avais fait exprès de laisser ouvert pour pas qu'elle sonne. Elle a compris. Et du Elle coup, s'excuse pour l'interruption. non, il n'y a aucun problème. Merci. Je te mets le classement pendant que tu commences ton analyse. Ouais, je trouve que il a pas fait le sprint parfait parce il démarre un peu contre les barrières. J'ai eu la sensation qu'il allait pas pouvoir faire le sprint qu'il voulait, qu'il allait être gêné, qu'il allait être bloqué de nouveau. On a vu plusieurs sprints en début de tour où il partait de super loin, pas très bien placé. Là, pour le coup, il était bien placé, mais je me suis dit, il choisit le mauvais côté, il va s'enfermer un peu tout seul. Et finalement, c'est passé parce qu'il était vraiment plus rapide que les autres. Finalement, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi sur les premiers sprints, c'est que c'était un de ceux qui pouvait aller titiller, alors battre Wout van Aert et titiller peut-être un Fabio Jacobsen. Aujourd'hui, il n'y avait pas de Jacobsen. Alpecin a quand même bien fait le boulot. Ils ont été bien aidés par les Trek, il faut dire, qui ont énormément durci dans la côte qui est à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée pour éliminer notamment Fabio Jacobsen, pour éliminer aussi Groenewegen, mais finalement qui a réussi à revenir. Donc franchement, bien joué de la part d'Alpecin et de Trek. Trek, c'était pas loin pour Mats Pedersen qui fait quand même un beau sprint. Mais voilà, Philipsen, je pense qu'il a mérité à cette étape. Ça fait quand même 2 ans qu'il tourne autour. Il nous a fait son petit raté cette année où il lève les bras alors qu'il est deuxième derrière Wout van Aert. Là, franchement, je suis quand même assez content pour lui qu'il la claque, il la mérite et ça vient asseoir un petit peu plus sa position dans le sprint mondial parce que ça fait quelques années qu'il est là, mais il lui manquait cette victoire sur le Tour qui, pour un sprinter, quand même, te fait passer dans une autre dimension. T'es d'accord, Polo? Ouais, complètement d'accord. Moi, j'ai souvenir, tu sais, j'étais invité par Eurosport l'année dernière à voir l'étape des Champs-Élysées, vraiment en bord terrain, hein, comme on dit. J'étais vraiment en face et juste à côté de nous, il y avait le Ouais. stand Alpecin Phoenix. Et Philipsen était venu à ce stand parce que tous ses proches étaient là. Et Philipsen qui a fait 2 ou 3 de ce sprint, je me souviens plus, deuxième, je crois, si je dis pas de bêtises, est arrivé. Il était en pleurs, alors que tout le monde, on était à la célébration, on était au champagne, il y avait du sourire, tout le monde était content. D'arriver sur ce Tour de France, d'arriver à la fin de ce Tour de France. Et Jasper Philipsen était en larmes, le pauvre, et c'était des images qui m'avaient marqué. Philipsen qui, en plus, a recommencé, comme tu disais, Robin, à accumuler les places d'honneur sur des sprints mal gérés, parce qu'on sentait qu'à la force intrinsèque, il avait largement le niveau d'aller chercher une étape sur ce Tour. Voilà, il a eu la chance aujourd'hui que la course soit dure
et durci parce que ça a permis notamment de fatiguer beaucoup de sprinters. On pense forcément à Ewan, on pense à Jacobsen et aussi à Diane Groenewegen à qui il a quand même manqué un peu de jus Ouais, je pense que pour se la replacer. poursuite lui a fait mal quand même, hein. C'est ça. Et à ce jeu-là, il en a profité. Il a été plus fort que Van Aert, plus fort que Pedersen. Et bravo à lui. Franchement, ça fait plaisir. Je suis très heureux de cette victoire, d'autant plus que j'avais quand même mis quelques sous sur lui ce matin, Robin. Tu es au courant. Moi Donc aussi, là, c'est vraiment. Oui, je sais que toi aussi, on c'est est pour ça que je t'ai payé. dit ça. On est payé sur Philipsen. Donc c'était une une très bonne chose. Qu'est-ce que tu as pensé du reste du podium ou de Van Aert sur le sprint, hein, ou de Van Aert, Mats Pedersen? Est-ce que tu les voyais faire mieux ou est-ce que tu te disais que Philipsen était quand même resté au-dessus sur ce genre de sprint? En fait, je me disais évidemment qu'il allait avoir match avec Van Aert, mais je commence à me dire que Van Aert, il a laissé beaucoup d'énergie dans ce Tour de France. Il est en fait, il est à la planche quasiment tous les jours. Quand c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Et je me disais que peut-être à un moment, il allait payer ses efforts. C'est peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'en début de tour, ce sprint-là, il l'aurait gagné. Mats Pedersen, je suis pas surpris qu'il fasse troisième. C'est déjà bien costaud. Quand même, Mats Pedersen, c'est pas un pur sprinter. Il en est, je crois que c'est son deuxième podium sur un sprint, en plus de sa victoire d'étape il y a 2 jours Il à en avait fait un Saint-Etienne. sur la deuxième étape, ouais, je crois. Exactement, au Danemark, il fait un podium. Je crois que c'était le seul au sprint. Franchement, Pedersen, il fait un super Tour de France, il faut dire. C'est un gros candidat. Ce qui est cool, c'est que l'équipe Trek ose rouler pour lui, alors que c'est pas forcément le favori ultime. Il est derrière dans la hiérarchie, derrière Philipsen et Van Aert. Ils auraient pu, les Trek, demander à Jumbo et Alpecin, allez-y, vous voulez l'étape rouler? Non, ils ont pris leurs responsabilités, c'est plutôt bien. C'est eux qui nous ont quand même fait un peu la course. L'accélération qu'ils ont mis dans la côte, c'est ce qui a fait le final d'étape franchement intéressant qu'on a eu avec cette poursuite des bike exchange qui était derrière, qui a permis d'éliminer Ewan, Jacobsen. C'est ce qu'on a envie de voir. Honnêtement, au sommet de la bosse, il reste allé 25-30 mecs. C'était assez impressionnant. Donc moi, j'ai plutôt apprécié la course des Trek. Après, ça restait compliqué pour Mats Pedersen de battre Philipsen et Van Aert au sprint. Il fait quand même un beau sprint, hein. Il est avec eux. Il est dans le paquet, contrairement à ceux qui sont derrière, justement les Sagan, Van Poppel, Groenewegen, qui eux prennent quelques vélos d'écart. Franchement, Pedersen, il est impressionnant sur Tour de France et je ne serais pas surpris qu'il nous fasse un truc, aller peut-être sur les Champs-Élysées. Franchement, Pedersen, je ne l'attendais pas à la fête comme ça sur un sprint massif, après les efforts qu'il a fait sur un sprint oui, massif, après les efforts qu'il a fait notamment ces derniers jours. Comme tu dis, Robin, il est très fort. J'ai l'impression qu'il monte en puissance. Et c'est ça, moi, qui me fait un peu peur pour ses adversaires, c'est que, tu vois, je pense à Cahors notamment, où c'est pas simple, où tu peux aussi Après, tenter tu as des trucs. l'euphorie du truc. Tu vois, il a gagné il y a 2 jours. Il est Hmm, aussi dans une bonne dynamique. Et c'est ça, ça. Philipsen va l'avoir aussi maintenant. Tu vois, à Cahors, Philipsen, il va avoir un peu moins de pression que ce qu'il avait jusqu'à maintenant parce que Ouais. la pression sur les épaules de Philipsen depuis le début du tour, surtout depuis que Van Der Poel n'était pas au niveau et qu'il n'arrivait pas à claquer cette étape au sprint, Philipsen, je pense que c'était compliqué à gérer. C'est ça. Par contre, Pedersen, là où je pense qu'il avait un coup à jouer, je me remets le profil sous les yeux de l'étape, c'est à la fin de cette petite côte. Alors, je ne parle pas de la côte répertoriée, mais la côte non répertoriée, où il démarre, où il tente un move. Et là, je pense qu'en appuyant un peu, il y a Ouais. peut-être moyen que ça sorte. Il y a peut-être moyen Mais que le ça problème, c'est sorte. qu'il y a Van Aert. Le problème, il y a Et Van le Aert qui problème, c'est qu'il y a Van surveille. Aert. Mais Van Aert, on va en parler tout à l'heure, hein, quand on fera un dossier de Jumbo. Il y a beaucoup de choses à dire C'est sur là où le, Pogacar se glisse d'ailleurs un petit peu Ouais, dans le coup. tout à fait, tout à fait. Mais il y on reparlera de Van Aert un peu plus tard. Je sais que vous êtes un peu chaud dans le chat sur lui, mais on va faire un gros dossier de Jumbo juste après, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire sur les coureurs, sur les abeilles aujourd'hui. Parlons de Les Benjamin abeilles ou les Thomas. guêpes? Ah, moi je dis, bah, c'est pareil. Les abeilles, c'est des guêpes qui font pas mal, voilà. Euh, ça va pas plaire à mon grand-père apiculteur, ça j'espère qu'il n'est pas dans le chat, mais en tout cas, voilà, c'est Ton un petit grand-père est raccourci. apiculteur, vraiment? Ouais, mon grand-père est apiculteur à Incroyable. ses heures perdues, ouais. Il À est 16 heures perdues. jardinier apiculteur. Un jour, je t'inviterai peut-être à Dourdan, Avec plaisir. Dans l'Essonne pour aller manger du bon miel fait maison. Mais pour le coup, je ne mens pas, c'est une vraie info. Parlons de Ben Thomas, de Benjamin Thomas et d'Alexis Goujard. On salue Nispolite et Mickaël Honoré qui nous ont fait aussi une très belle étape, notamment Nispolite qui s'est mis à la planche en plus derrière pour Denis Van Poppel quand il a été repris. Benjamin Thomas, est-ce que tu y as cru, Robin? Et est-ce que tu en veux à certaines équipes qui ont un peu roulé derrière lui, à des moments où ça aurait pu se regarder, ça aurait pu lui permettre d'aller au bout? Non, je leur en veux pas, chacun fait sa course. Par contre, est-ce que j'y ai cru? Ouais, à 3-4 km de l'arrivée, je me suis dit, oula, est-ce qu'ils sont pas en train de jouer avec le feu finalement? Déjà à 10 bornes, quand ils laissent aux deux échappés reprendre 30 secondes alors qu'ils étaient plus qu'à 10 secondes,
Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi les équipes de sprinters ne roulent plus? Alors, sur France Télé, Marion Rousse expliquait qu'ils s'étaient peut-être fait piéger par le virage et qu'ils étaient bloqués. Mais dans ce cas-là, tu peux essayer peut-être de jouer un peu des coudes, d'aller te repositionner pour rouler parce que c'était dangereux, quoi. Surtout que Benjamin Thomas, on a vu, il était quand même fort. Enfin, il était même Ah, très fort. les efforts qu'il aime faire, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un Ouais, vrai ouais, en poursuiteur. plus. Donc, non, franchement, j'étais surpris parce que quand ils partent à 50 bornes et que tu les vois à 15-20 secondes pendant 10 bornes, tu te dis, bon, bah voilà, c'est réglé cette histoire. Et finalement, ça va jusqu'à 400 mètres de la ligne pour Benjamin Thomas. Donc, c'est vraiment pas passé loin. Moi, je pense que ça s'est pas joué à grand-chose. Il y a un moment, ils ont dû se faire un petit peu dessus dans le peloton. Quand ils voient au kilomètre, avant le kilomètre plutôt, aller à 2 bornes de l'arrivée, qui a encore 10 secondes, ils doivent se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on s'est pas raté finalement? Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé Benjamin Thomas? Donc, comme dit Jean Mur, entre les 5 km et les 2 km, il perd quasi rien. C'est là que j'y ai un petit peu cru, mais après, tu sais que quand tu arrives dans le dernier kilomètre, ça accélère, et puis que sur le sprint, les bolides sont lancés et qu'il faut réussir à avoir encore une petite avance au moment d'entamer Ouais, le c'est sprint, ça. donc ça allait être forcément compliqué. Mais en tout cas, il nous a fait vibrer. Et je dirais pas que j'y ai cru au point de me dire c'est bon, elle est là, la première victoire française, mais ça a traversé mon esprit et puis j'ai vibré. Moi, je vais te dire honnêtement, j'y ai cru. J'y ai cru parce que les kilomètres défilaient et son duo avec Alexis Goujard continuait de garder cette avance de 20 à 25 secondes. J'y ai vraiment cru. J'y ai cru d'autant plus que Benjamin Thomas, on sait qu'il est en grande forme. Ses résultats sur le tour le prouvent, à l'instar de pas mal de coureurs français, lui est clairement à son niveau et fait quand même de très belles choses. On atteste aussi son échappée à Megève et sa belle place d'honneur, sachant qu'il n'aurait pas pu faire grand-chose de mieux, je pense, sur cette étape-là. Et Benjamin Thomas arrivait quand même sur une arrivée plutôt en faux plat, légèrement descendant. Lui, le poursuiteur, finisher qu'on aime bien, qu'on aime bien décrire et qu'il est, hein, puisqu'il vient de la piste, et il a eu des gros résultats, il était champion du monde sur piste notamment. Moi, j'y ai cru, et après, oui, on peut reprocher le fait que la Jumbo et surtout Ineos ont peut-être fait un peu de zèle dans le Ouais, j'ai pas replacement de trop leur compris pourquoi leader. Ineos roulait, ça c'est vrai. Bah, c'est le remplacement de leur leader sur des portions peut-être risquées, pour d'éventuelles bordures. Ils ont dû être mis au courant qu'il y avait un peu de vent de côté, qu'il y avait des passages, pas longs, mais des passages un peu exposés à ce vent-là. Ils ont peut-être un peu flippé. Et à ce jeu-là, bah, ça ne fait pas les affaires de Benjamin Thomas. Mais je pense que Ouais. si les équipes de favoris n'avaient pas roulé, je pense que les équipes de sprinters auraient fait en sorte de maintenir l'écart et de revenir tranquillement croquer Benjamin Thomas quoi qu'il arrive dans le dernier kilomètre. Donc ça s'est joué de peu, ça tombe du mauvais côté, la pièce tombe du mauvais côté, mais voilà. Est-ce qu'on se rapprocherait pas d'une première victoire d'étape française, Romain? Est-ce que tu y crois? En tout cas, il reste maintenant Bien sûr, 6 j'y étapes. crois, bien sûr. Ça me fait marrer. Il y a Jean Mur qui dit s'il y avait eu Robin en plus de Goujard, ça passait. Oui, ce qu'il dit, Robin l'aurait emmené. Si je fais que le dernier kilomètre, allez, je peux peut-être lui servir pendant 10 secondes, peut-être je lui sers à quelque chose. Et non, même pas, je lui sers pas du tout pendant 10 secondes. Juste, je me mets devant avec un peu d'avance, comme ça lui fait un abri quand il revient sur moi. Et après, il passe. Ouais, je pense que franchement, ça peut le faire pour les Français. Benjamin Thomas, c'est frustrant parce que ça fait plusieurs fois sur ce tour qu'on voit qu'il est fort. Il y avait eu l'étape à Lausanne, il y a eu celle à l'autre étape en Suisse où il est échappé où le jour où Kort Nielsen gagne. Il y a celle d'aujourd'hui. Tu vois que Benjamin Thomas, il est fort. Le problème, entre guillemets, c'est son profil. C'est de ne pas être assez bon grimpeur ni assez bon sprinter, et d'être un rouleur. Et quand tu es un rouleur, c'est pas facile de gagner une étape sur le tour. Il n'y a pas beaucoup d'étapes qui correspondent à ce genre de profil, en fait. Donc, c'est ce qui rend la tâche difficile. Et c'est pour ça que malheureusement, je pense que si une victoire française il y a, elle viendra pas de Benjamin Thomas. En tout cas, ce serait une grosse surprise. On en a parlé hier. Pour moi, si on en a une, ce sera sûrement Thibaut Pinot et sur l'étape, soit celle de Foix, soit celle de Péragude, j'ai envie de dire. Ouais, moi je suis Tu de mises sur cet quelqu'un d'autre? avis-là. Bah non, non, on en parlait aussi. Mais vraiment, quand je vois ce petit duo avec Alexis Gouja et Benjamin Thomas, qui sont quand même des coureurs français parmi les plus costauds, on va dire, sur ce genre d'effort, sur ce genre d'arrivée, j'ai eu envie d'y croire. Et d'autant plus que avec Wina, on a quand même mis quelques sous sur une victoire d'étape française d'ici la fin de ce tour. Mais moi, comme je te dis, j'y ai cru et je me suis dit, bah ouais, j'attendais plutôt Thibaut Pinot dans les Pyrénées, pourquoi pas à la pédale
avec des circonstances favorables, Romain Bardet et David Gaudu. Mais voilà, j'ai été surpris, agréablement surpris de voir Benjamin Thomas passer à deux doigts. C'est frustrant, mais voilà, ça nous a donné aussi, ça fait partie des choses qui ont fait que cette étape était vraiment cool à suivre parce que Ah, jusqu'au bien bout, sûr, si tu n'as pas ce on a eu, final-là, on a vraiment une belle bataille et Benjamin Thomas peut être fier de ce qu'il a fait, même s'il était vraiment dégoûté à l'arrivée. Alexis Gouja était presque encore plus dégoûté que lui parce qu'il disait aussi, je l'écoutais là dans le Vélo Club, il disait que s'il avait pu l'accompagner, il pense que ce serait allé au bout. Et il s'en veut pour lui, je pense qu'il s'en veut aussi pour Benjamin Thomas. Et il était un peu dégoûté, le pauvre Alexis Goujard. après, je pense qu'il était au max, Goujard aussi. Il était au max, bah, évidemment, il était au max. Après, moi, je suis pas très prompt à un peu cibler, un peu charger les équipes qui roulaient derrière. Les équipes qui roulaient derrière, elles roulent pour leurs intérêts propres à eux. Si Geraint Thomas prend une petite cassure pour je ne sais quelle raison aujourd'hui à cause d'un mauvais placement, ben voilà, cette équipe Ineos a construit sa légende justement en ne laissant rien au hasard. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à courir d'une autre manière. Après, on n'aime pas, évidemment, mais voilà, le jeu fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait le jeu de Benjamin Thomas. C'est la vie. Ils sont très chauds, les mecs dans le chat sur Ineos. On espère qu'en roulant comme ça, on va les voir un peu plus bouger aussi dans les Pyrénées, eux qu'on a vraiment très peu vu tenter des Pas manœuvres sûr, hein. d'envergure dans les étapes de montagne. C'est pas le genre de la maison, surtout avec les armes qu'ils ont. On verra, mais maintenant on les a à l'œil. L'avantage c'est que maintenant on les a à l'œil. Ouvrons le dossier Jumbo, Robin. Le dossier Jumbo, et il y a des choses à dire aujourd'hui. Par où commencer par ce matin déjà. Primoz Roglic qui ne prend pas le départ. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce qu'il a joué déjà son rôle dans ce Tour de France ou est-ce que tu l'attendais peut-être avec un rôle aussi plus ou moins important dans les Pyrénées ou est-ce que là on s'est dit Primoz il a fait son taf au vu de son état physique il peut rentrer chez lui la tête haute? Je sais pas, on n'a pas toutes les explications, mais j'ai envie de croire que Roglic ne pouvait plus vraiment aider, que son état physique s'est peut-être dégradé avec les jours, parce que quand tu te prends une belle gamelle, le meilleur remède, c'est quand même de se reposer. Et là, il s'est pas reposé, Primoz Roglic, depuis qu'il est tombé sur cette étape des pavés. Donc, je comprends totalement qu'il puisse plus donner. Il a surtout déjà beaucoup donné, on l'a vu ces derniers jours. Franchement, sur l'étape du Granon, il a un rôle prépondérable sur la prise du maillot jaune par Jonas Vingegaard. Ça se dit ça prépondérable? Bah ouais, pour ça se dirait pas. Moi je dirais prépondérant. Prépondérant. Ouais, mais Prépondérant. Ouais. prépondérable, ça existe peut-être, mais Non, c'est prépondérant, t'as raison. ça m'a un peu C'est titillé l'oreille, HAR. tu vois. Ça C'est m'a un peu titillé HAR. l'oreille. Un rôle prépondérant. Ouais, prépondérant, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, il a été important aussi, je trouve, hier sur l'étape de Mende, même si dans le final, il est plus là. Mais franchement, c'est une grosse perte sur le papier. Après, si c'était pour avoir un Roglic qui ne peut pas t'aider, ça ne servait pas à grand chose non plus. Et le rôle qu'il a eu sur l'étape du Granon, il l'a eu aussi parce qu'il n'était qu'à 2 minutes et quelques au classement général. Aujourd'hui, il ne pourrait plus l'avoir avec l'écart qu'il y a. Donc, non, franchement, je trouve qu'il n'y a pas scandale. Après, c'est sûr que c'est une perte pour Jonas Vingegaard, encore plus quand tu l'ajoutes à Steven Kruijswijk qui se fait apparemment un bobo à l'épaule ou à la clavicule et qui abandonne lui aussi. Et que tu vois un Sepp Kuss hier qui est vraiment pas aérien dans la montée de Mende. Tu as vu qu'il était placé pour aider Jonas Vingegaard, mais finalement, il n'a même pas pu passer un relais. Il a sauté face au rythme des UAE et pas de Pogacar, juste des coéquipiers de Pogacar. Donc c'est un peu inquiétant, je trouve, quand même, pour la suite du tour en montagne de Jonas Vingegaard. C'est qu'on a dit pendant très longtemps qu'il avait une équipe incroyable, que Jumbo avait un énorme avantage sur l'équipe UAE. Et bah, cet avantage s'est un petit peu envolé, je trouve, depuis hier, entre le niveau affiché de Sepp Kuss, qui a été correct dans l'Alpe d'Huez, mais c'est à peu près tout, et les abandons de Roglic et Kruijswijk. Je me dis, qui va pouvoir aider en montagne Jonas Vingegaard? Van Aert, il pourra dépanner par-ci par-là, mais ça va être le seul, en fait. Moi, c'est là, tu te dis, ouais, ils ont perdu leur avantage sur UAE. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. La perte de Roglic, elle est gérable à partir du moment où tu ne perds pas Kruijswijk et Tish Benoît ne chute pas dans la même journée, quoi. Là, je trouve que ça se corse un peu pour Jonas Vingegaard, qui, on l'a vu, a été, encore une fois, des certains moments de cette étape, entouré certes avec Wout van Aert, certes avec Christophe Laporte. Sepp Kuss, on l'a pas beaucoup vu, même si c'est pas sur ce genre d'étape qu'on l'attend. Sepp Kuss, on l'attendait à Mende, comme tu l'as dit, Robin, on l'a vu vite mettre le clignotant. Aujourd'hui, Roglic abandonne ce matin. Steven Kruijswijk chute.
Et va prolonger. D'ailleurs, j'ai lu cette info aussi, en plus de l'arrivée de Kelderman à la Jumbo. On la place comme ça. Voilà, c'est cadeau, c'est polo. Tige Fort. Benoît chute. On ne sait pas dans quel état il est. Vingard n'était pas hyper rassurant tout à l'heure quand il en parlait, mais il n'y avait pas plus d'infos que ça. Et surtout, Jonas Vingard chute. C'est une journée qui peut, alors pour l'instant, elle ne l'est pas, mais qui, a fortiori, quand on en parlera peut-être dans une ou deux semaines, qui peut être catastrophique pour la Jumbo-Visma. Vingard, une chute, certes, il n'est pas blessé, mais Vingard, on le rappelle, c'est quelqu'un qui, on ne sait pas encore à quel point il est capable de gérer mentalement la pression d'un maillot jaune sur une dernière semaine de Tour de France face à un mec Surtout qui a qu'il déjà avait, gagné il 2 fois le avait, Tour. c'est ça, et puis il avait jusque-là l'avantage de l'équipe de se dire voilà, même si je suis un peu stressé, C'est ça. même s'il peut y avoir des galères, je serai bien entouré. Aujourd'hui, ça va être un peu plus dur de se rassurer de cette façon-là. Il y en a dans le chat qui disaient tout à l'heure Van Aert va devoir se sacrifier. Van Aert, c'est déjà prévu qu'il fasse le boulot dans les C'est Pyrénées, ça. mais Van Mais Aert, au sommet de Périgueux, il sera plus là. Au sommet de Otakam, il sera plus là. on peut parler de Van Aert aussi, la manière de courir de Van Aert aujourd'hui, alors que son équipe n'est pas dans le dur, mais son équipe a besoin peut-être de se rassurer et de faire bloc. Van Aert aujourd'hui va se mettre dans l'échappée, va chercher des points encore une fois pour le maillot vert dans des sprints intermédiaires qu'il n'a pas besoin de faire. Il est loin de son leader. À un moment où Vingegaard a plus que jamais besoin d'être sûr de lui, Ouais. sûr de son équipe et sûr de ses coéquipiers. Moi, je ne m'inquiète pas pour cette équipe Jumbo qui, visiblement, attention, on l'a vu notamment en 2020, a peut-être cette condescendance de se dire qu'ils sont les plus forts et qu'ils peuvent jouer sur tous les tableaux et faire un peu comme ils veulent. On a vu qu'en une étape, qu'en Je 30 pense que minutes, là, ils vont pas avoir, s'ils avaient cette mentalité jusque-là, ils vont la mettre de côté là. ah bah là c'est vrai, bah, tout à fait, parce qu'on a vu en 30 minutes que ça peut changer radicalement. Là, comme je te dis, tu perds Kreuzweig, tu perds Roglic, bon ça c'était prévu. Benoît, tu sais pas dans quel état il est. Il a déjà énormément donné, Tige Benoît, je suis pas sûr de le voir transcendant dans les Alpes aussi. Sepkus, c'est une pièce en l'air. Quand la pièce elle tombe du bon côté, c'est extraordinaire, mais quand elle tombe du mauvais côté, c'est pas non plus la folie. Attention à Vingard, parce qu'au-delà du fait qu'il n'ait pas besoin de d'énormément de coéquipiers dès que la bataille se lance dans la dernière montée, il va être harcelé, encore une fois, par Pogacar. Et là, il a perdu des armes, il a perdu des soldats pour maîtriser la course, contrairement à ce qui était le cas il y a encore quelques jours. Donc, ça rebat pour moi un peu les cartes. J'espère, et je pense que connaissant notamment ses adversaires et le team Tadej Pogacar, je pense qu'encore une fois, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Vingard, bon courage parce que il va en prendre dans tous les sens, à mon avis, sur les Pyrénées. Donc, ça va être très cool à suivre. Un mot sur Van Aert, Mais d'ailleurs, Robin, je ne t'ai pas on lancé disait qu'il là-dessus. avait un avant. Le, 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 Comment? le comportement de Van Aert aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé avec son équipe, etc., tu en Étrange, ouais, penses quoi? étrange. Étrange parce que quand tu vois que ça commence à sentir le roussi, que tu as Roglic qui est plus là, Kreuzweig qui est plus là, que tu pas grand monde que Benoît est aussi derrière et que tu pas grand monde pour ramener Vingard, je pense que Van Aert, plutôt que d'aller prendre quelques points pour son maillot vert, il aurait pu filer un coup de main. Mais il avait l'air dans une autre course aujourd'hui, Wout Van Aert. Alors c'était peut-être acté dès le départ. Peut-être que on a dit ok, pas de panique, Vingard va rentrer, mais quand même, Vingard, il a dû faire un gros effort. Il y a eu Van Hooydonk qui a pris un relais pour le ramener. Ensuite, il s'est écarté. Et il y a eu Laporte, mais on a sacrifié des hommes, ça a été dur. Laporte, il a quand même lâché beaucoup de jus là-dedans aussi. Ça aurait pu ne pas être suffisant. Et ensuite, Laporte, il a lâché Vingard. Enfin, il a été déposé par Vingard quand il l'a ramené en queue de peloton, mais il y avait encore un effort à faire pour revenir se placer dans les premières positions. Donc évidemment, on savait plus ou moins qu'il n'allait pas avoir d'attaque à ce moment-là parce qu'on n'attaque pas le maillot jaune sur chute. Mais voilà, ça aurait pu être fait avec plus de sérénité si Wout Van Aert avait filé un coup de main lui aussi. Donc un peu surprenant. Après, faudrait savoir ce qui s'est dit dans les oreillettes. On ne le sait pas, mais je pense en effet que Vingard a peut-être dû se demander à un moment pourquoi il ne vient pas me donner un coup de main. Et pour revenir sur le comparatif UAE Jumbo, on disait que Jumbo avait l'avantage. Là, si on regarde en montagne désormais, Pogacar, il aura Soler, qui n'est pas incroyable, mais qui peut donner un coup de main, McNulty et Maïka, alors que Jonas Vingard, pardon, n'aura que
Sepp Kuss et allez, mettons Wout van Aert dans l'équation. Mais je préfère avoir la garde rapprochée de Pogacar désormais en montagne que celle de Vingegaard. Bah ouais, je pense que le constat qu'on peut faire ce soir, c'est ça. Après, Wout van Aert, on l'a vu dans le chat, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques temps. Il faut prendre des pincettes sur ce qu'on dit avec Wout van Aert. Mais par contre, ce qui est sûr avec le Belge, c'est que lui, il peut valoir 3 coéquipiers les jours où il est bien. On l'a vu. Mais pas dans la haute montagne, quoi. Bah, il peut te sauver la mise dans la plaine, il peut te sauver la mise sur une étape comme aujourd'hui, tous les jours, sur les pavés, voilà. Mais si tu as une défaillance dans l'Otakam, c'est pas lui qui va te sauver. Non, ça c'est sûr. Mais si tu as une défense dans l'Otakam, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs qui puissent l'aider, à part un Sepp Kuss qui tombe sur le côté face. Roglic et Kruijswijk, eux, auraient pu l'aider. Oui, c'est vrai. Pas le cette année, peut-être pas. Le Kruijswijk, possible. Mais là où je te rejoins, c'est sûr. Par contre, Wout van Aert, il ne faudra pas sous-estimer son impact. On l'a vu dans les Alpes déjà. L'impact qu'il a eu sur la montagne, dans ce Tour de France. Mais clairement, et même au niveau du nombre, tu vois, c'est tout con, mais là où tu étais en supériorité, tu es revenu à égalité. Tu étais avec deux coureurs de moins en prenant le départ demain. Et encore, comme je t'ai dit, peut-être que les gars dans le chat, vous avez peut-être des infos sur la forme de Tige Benoît, mais on n'était pas hyper rassurant côté de Jumbo-Visma en arrivant. Donc ce sera intéressant de suivre ça aussi. Donc, c'est cool, on va pas se mentir, Robin, c'est cool parce que ça redistribue un peu les cartes et ça rajoute encore plus de piquant. T'as pas envie de te satisfaire d'une chute, mais en effet, pour le suspense, tu te dis qu'est-ce qui va se passer désormais. Non, mais ce qui est important, c'est que Vingegaard aille bien, qu'il ne soit pas blessé ou quoi que ce soit, c'est le plus important. Mais on va dire que ça rééquilibre les forces. Enfin, il n'y a pas mort d'homme. Ça rééquilibre les forces entre les deux équipes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un duel extraordinaire entre les deux dans les Pyrénées. Et on ne se réjouit pas évidemment de ces chutes-là, bien loin de là. Mais le fait est que sur la finalité, ça redistribue un chouïa les cartes et ça va être vraiment intéressant. Donc j'ai hâte du coup d'arriver dans les Pyrénées. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Robin, sur la partie débrief qu'on vient de faire, ou est-ce qu'on peut passer tranquillement à la suite? Ça va, juste que Tadej Pogacar est vigilant, toujours très très bien placé. Quand il y a eu un petit coup qui est parti avec Pedersen Van Aert, il s'est glissé dedans. Il se trouve qu'il n'a pas été aidé, et puis évidemment Van Aert n'allait pas rouler avec Pogacar dans la roue. Mais voilà, il va falloir se méfier jusqu'au bout de Pogacar parce que je suis impressionné par sa capacité à être en fait concentré tout au long de l'étape. C'est-à-dire pas seulement quand ça grimpe, pas seulement quand le terrain en théorie s'y prête. Il est vraiment à n'importe quel moment de la journée. On l'a vu hier aussi quand il prend un coup à 180 bornes de l'arrivée. À tout moment de la journée, il est dispo, vigilant, prêt à y aller. Donc, faudra vraiment rien lui laisser. Alors, tu vois, on parlait un peu de transfert. Là, il y a une nouvelle info qui vient de tomber pour le recrutement de la Jumbo. Un certain crack nommé Robin W c'est en phase de signer un contrat mirobolant pour aider justement Primoz Roglic et Jonas Vingegaard en montagne, étant donné que voilà, on cherche des assets. Moi, je peux faire que les Pyrénées, par contre. Sepp Kuss n'est pas toujours rassurant. Et là, Kruijswijk vieillit, même si Kruijswijk va prolonger, on l'a dit. Ce sera peut-être intéressant de recruter ce fameux Robin pour la suite, des aventures côté Jumbo. Je demande à mes gars sûrs, de Discord, mes modos sûrs, notamment Toff, si on a des news sur le classement. Tu nous as dit que non tout à l'heure, que ce serait compliqué ce soir. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le classement fantasy ou pas du tout? Parce que Robin insiste, Robin veut savoir, après sa bonne affaire du jour, lui qui a mis Philipsen aujourd'hui, il voudrait savoir s'il a repris des places et s'il peut encore jouer le maillot. Pas le maillot jaune, hein, mais le maillot Quick-Step. Le maillot dédicacé. 2 minutes, nous dit Toff. 2 minutes. Bah, ça me permet de parler d'un petit truc dont on n'a pas parlé en attendant de passer à la suite. C'est Michael Morkov qui ne finit pas dans les délais. J'en ai dramatique pour le meilleur poisson pilote du monde. Qui ne pourra pas aider, notamment Fabio Jacobsen sur les Champs-Élysées notamment. C'est un peu dommage pour lui. Quick-Step n'est pas à la fête en cette fin de tour. Jacobsen est quand même bien démarré. Ouais, super bien démarré, mais c'est quand même plus compliqué. Jacobsen un peu largué aujourd'hui, c'est dommage. J'avais mis une petite piécette sur le fait qu'il a cherché un podium. C'est dommage, mais ouais, j'en ai complètement galère pour Morkov. Ah, voilà. On a le classement. J'arrive aux portes du top 10, Polo. On a le classement fantasy, messieurs, dames. Est-ce que je peux vous l'afficher si je l'ai là? Est-ce qu'il a été publié? Je regarde. Sinon, il est dans le chat, les gars. Oui, ben voilà, regardez dans le chat. On va pas se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on peut noter? Que Robin arrive aux portes du top 10, 13e, après son bon coup de Philipsen. Lucas Martin, premier
avec 155 points. Léo qui fait son entrée sur le podium. Alors je serais curieux de savoir qui il a mis aujourd'hui parce qu'il n'était pas sur le podium, je crois, ces derniers jours. Et Arthur qui s'accroche aussi, lui, à la première position, un fidèle. Ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Si vous êtes dans le chat, les gars, en tout cas les gars du Classement podium, provisoire, hein, prévient Toff, mais voilà, ça donne une idée. Ok. Vous avez oublié de mettre Polo dans le classement. Non, je suis dans le classement, je suis juste un peu plus loin, étant donné que j'ai raté quelques jours et que j'ai pris à l'image d'Anthony Turgis quelques déboires. J'ai eu quelques déboires dans ce tour qui m'ont fait chuter au classement général. Voilà, tu vois, à l'image de Val qui a oublié de mettre son prono, moi, ça m'est arrivé aussi quelques fois. Ça se rapproche de Paris, messieurs. Hein. Ça commence à jouer serré pour le podium, la fantasy. Ça Il va n'y a être pas le très droit à chaud. l'erreur. Hein. Et plus, Vromega s'est planté il y a quelques jours après un éclat alors qu'il était un habitué du podium et voilà, le maillot s'est envolé. Donc accrochez-vous les gars parce que c'est quand même très très serré en tête. Il y a quelques jours, il y avait quelqu'un qui avait une dizaine de points d'avance, qui avait un mini matelas, mais il n'est plus là. Enfin, il n'y a plus de matelas. Donc, ouais, il n'y a plus de voilà, matelas. faut pas faire d'erreur. Ça peut faire très mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis Ewan et Ewan, c'était pas la bonne cote Il y a eu du aujourd'hui. Jacobsen aussi. J'ai vu un petit peu au moment où j'ai fait mon prono, Ouais. c'était pas le bon pari non plus. Ouais, mais après, il fallait voir quel sprinter il restait à chacun. Aussi, ouais. C'est ça. C'était ça aussi ce qui était compliqué. Robin, c'est l'heure de parler des Pyrénées. Enfin, j'ai envie de te dire, bon, on n'est pas parti des Alpes depuis très longtemps, mais on va pas se mentir, on avait quand même hâte d'arriver dans les Pyrénées. Surtout quand on voit ce qui s'est passé ces 2 derniers jours avec un Pogacar ultra offensif, avec une Jumbo-Visma qui semble montrer des petits signes de faiblesse, des chutes, qui attaquent ces Pyrénées pas dans la meilleure des conditions. Et ça nous amène tout ça à cette étape de foi, une étape que tu attends de pied ferme. Je le sais, J'aime beaucoup cette étape, ouais. de sources sûres. Je vous affiche le profil tout de suite. Alors, il y a ces 2 difficultés à la fin et cette longue descente, hein, une descente de presque plus de 25-26 km pour rejoindre Foix. Est-ce que pour toi, Robin, c'est une étape susceptible de permettre des manœuvres d'envergure? Ouais, complètement. Je pense que encore plus avec les événements d'aujourd'hui dont on a parlé et l'équipe Jumbo-Visma un peu décimée. Comme dit Stahl, il a la foi, Robin. Ce qui est bien, c'est que quand on n'a pas Joseph, on a des remplaçants de qualité dans le chat. Ouais, je les ai bien aidés avec mon synthé, hein, qui va avoir la foi. On n'est pas allé chercher bien loin. J'avais pas vu. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Quand tu regardes le profil, il y a Elliot qui donne une petite idée. Il dit, imaginons que Pogacar et Jonas s'isolent dans le dernier col mardi. Dans la descente, c'est roulant. Si Poggi harcèle d'attaque Jonas, il peut le lâcher facile. Il est beaucoup plus lourd et puissant. C'est vrai que cette descente du mur de Péguerre, elle fait 20 km à peu près. Ensuite, on a les 5-6 km de replat à la fin. Peut-être un tout petit peu plus. Bref, en tout cas, c'est. Je vais te mettre le mur de Péguerre. Je vais te mettre le mur de Péguerre. Regarde, il est là. T'es vraiment fort. Il est juste là. Le mur de Péguerre, c'est quand même des gros pourcentages qui vont faire plaisir à Pogacar. Donc, en effet, il est quasi certain que si Pogacar attaque, il n'y aura que Vingegaard qui suit. On l'a vu à l'Alpe d'Huez, on l'a vu à Mende. Il n'y aura personne d'autre dans la roue. Et ensuite, dans la descente, en effet, je pense que Tadej Pogacar descend mieux que Jonas Vingegaard. Alors, on peut être surpris. On pourrait avoir une surprise et une descente incroyable de Jonas Vingegaard. Mais je pense que l'avantage est à Pogacar, qui en plus doit prendre des risques, qui n'a pas grand-chose à perdre dans cette descente. Bon, l'idée, c'est pas qu'il se mette dans le talus non plus, mais Vingegaard pourrait être... Vingegaard, avec le maillot jaune sur le dos, pourrait se montrer un peu plus prudent. Moi, je pense qu'il y a clairement un coup à faire sur ce mur de Péguerre et la descente qui suit. Tu vois depuis quelques jours que Pogacar, il n'a pas peur. S'il peut se mettre dans un coup à 50 bandes de l'arrivée, il ira les yeux fermés. Donc, je pense que mardi, on va avoir de la grosse attaque de Pogacar. C'est même une certitude. Je n'imagine pas désormais une journée passée sans que Pogacar essaye. Donc, il va tenter. Et c'est une journée où ça peut faire mal, à mon avis. C'est ça, tu as 178 km, c'est quand même plutôt tranquille, on va dire, même si ça risque de batailler dans la côte de Saint-Hilaire et le col de l'Espinasse pour l'échapper. Tu as après bien presque 100 bornes, un peu moins, pour te préparer justement au Port de Liars, qui est quand même pas simple non plus, c'est une vraie saleté. Non, ça il est aussi. dur aussi, ouais. Et le mur de Péguerre. Et là où je te rejoins, Robin, c'est que Vingegaard, je pense qu'il n'est pas prenable dès que la route s'élève. On l'a vu, on le savait, on avait de lourdes suppositions qu'il était un peu supérieur à Pogacar sur la haute altitude et l'enchaînement des cols. On a vu que même sur des montées plus sèches, plus dynamiques et plus courtes,
Là où Pogacar a peut-être un avantage, et ben, que ça n'a pas posé de problème du tout à Vingegaard. Là où on peut piéger Vingegaard, c'est peut-être ailleurs qu'en montagne, justement, avec une équipe un peu plus décimée. Dans cette longue descente qui mène du mur de Pégard jusqu'à Foix, on a vu que Tadej Pogacar est au-delà d'un très bon grimpeur, est un très bon cycliste. Et je pense que Vingegaard, tu peux tenter de le piéger dans cette partie-là, cette partie en descente, parce que j'ai quand même l'impression qu'il sera de manière globale. Hein. Du coup, je pense à cette étape, je pense à celle du lendemain et celle du surlendemain. Très compliqué à manœuvrer quand la route va s'élever, et les arrivées en altitude, je pense qu'elles seront plutôt à son avantage. Là, je te rejoins, Robin. Tu as une possibilité de le tester sur un endroit où il est peut-être moins à l'aise. Et tu l'as dit, Pogacar ne va pas lui laisser de répit, et ça m'étonnerait qu'il ne tente rien, à Foix. Et après, tu peux même imaginer, tu vois, une équipe UAE, si c'est ça la stratégie. Bon, alors là, je te fais un peu du tableau noir. C'est pas évident que ça se passe comme ça, même si tu as envie de le mettre en place. Mais tu accélères dans la première grosse difficulté, là, le port de l'Ers. Tu accélères vraiment fort avec Maïka, McNulty, Solaire. Tu mets un rythme d'enfer pour faire sauter les coéquipiers de Jonas Vingegaard, pour faire sauter Benoît, pour faire sauter Van Aert, pour faire sauter Laporte, qui sont des problèmes quand tu veux partir devant, parce que eux, c'est des bêtes à rouler qui, à chaque fois que Pogacar essaye un truc, quand c'est sur le plat, il te le ramène. Mais si tu fais sauter les équipiers à ce moment-là, et qu'ensuite dans le mur de Pégard tu es capable d'attaquer, Vingegaard, qui va rouler pour lui, qui va faire l'effort pour lui donner un coup de main? Il aura peut-être encore Sepke, c'est pas sûr, il faudrait qu'il soit en forme, mais c'est pas tous les jours le cas. Donc je pense vraiment que Pogacar a des trucs à tenter sur cette étape, et il est plus autant pénalisé par son équipe que c'était le cas dans les Alpes. Non, c'est clair. Donc, ce sera intéressant de voir quelles seront les manœuvres mises en place par Pogacar et consorts pour tenter de déstabiliser Vingegaard, parce qu'on est sûr qu'en tout cas, ils vont tenter des choses, cette équipe UAE. Est-ce que, au-delà de cette bataille pour le classement général, Robin, tu imagines une échappée potentiellement aller au bout? Elle en a quand même le profil un peu, cette étape, et Ouais, ça forcément, peut. Hein. tu sais à qui je pense quand on parle de ça. Je sais à qui tu penses. Dis-moi à qui tu penses, vas-y. Je pensais à Lennart Kamna. Oh, menteur. Oh, le menteur. Non, bah non, Thibaut Pinot, là, la pancarte, on en parle de la pancarte de Thibaut Pinot dès qu'il y a une étape un peu tracée dans ce genre-là. Là, la pancarte, il va l'avoir à Foix, ça c'est sûr. Ouais, clairement, mais moi je pense que ça peut lui convenir. On parle beaucoup de Péragude. Je pense que Péragude, il aura peut-être encore plus la pancarte même qu'à Foix. Et j'ai le sentiment quand même que les arrivées au sommet, alors encore plus au Takam, mais les favoris vont les vouloir. Et s'il y a une grosse bagarre qui s'engage dans l'étape de Péragude, ce sera quand même compliqué pour les échapper. Alors que cette étape-là, avec le mur de Péguerre et le port de l'Ers, qui sont peut-être des difficultés un peu moins attendues par les équipes de favoris, je me trompe peut-être, mais j'imagine qu'il y aura un peu plus de latitude donnée aux échappés ces jours-là. En tout cas, je pense, si tu veux claquer une étape dans les Pyrénées, il faudra être capable d'essayer plusieurs jours de suite, parce que ça fonctionnera peut-être pas du premier coup. Moi, j'ai l'impression que sur cette étape, elle ressemble, elle est en tout cas tracée pour qu'une échappée aille loin, avec des difficultés dans la première partie, beaucoup de Barguil plaine. avait gagné à Foix en Ouais, 2017, pour rappel. sur un très beau sprint, sur un très beau sprint d'ailleurs. Non, c'était pas le 14 juillet. Non, non, Si, il me semble que si, c'était si, le 14 juillet. Hein. c'est Ouais, ça. je crois que c'était le 14 juillet. Il avait battu Contador, il a battu Quintana, Bah, il avait justement, battu. dans un scénario où finalement les favoris étaient revenus sur lui, mais il avait réussi à anticiper et à les avoir au Ouais, sprint. c'était le Barguil de 2017 qui pouvait vraiment tenir certains des C'est vrai. cadors sur des montées, sur les montées, sur n'importe quelle montée d'ailleurs. On l'a vu sur l'Isoar notamment. Ouais, bah, justement, je voyais un peu des noms proposés. Est-ce que, voilà, dans le chat rapidement, avant de passer à l'interview de la journée, non, pas du tout. Ce sera juste un ami qui nous rejoint et qui vient d'arriver. On vous le présentera tout à l'heure si vous n'avez pas écouté le début de l'émission. Dites-nous dans le chat qui vous voyez gagner là sur cette étape de Foix. Ce sera simple, comme ça on verra si vous êtes plus baroudeur, si vous êtes plus coureur du classement général. Voilà, vous mettez votre nom de votre favori. Et si en plus vous arrivez à me convaincre avec 2-3 arguments, eh ben, je miserai sur eux quand on en parlera mardi matin dans Winamax. On parle de Pinot, Quintana, Pogacar, Fred Wright, Wood Van Aert, Giulio Ciccone. Van Aert, il y a du Ah, Van Van Aert, Aert. je serais quand même surpris qu'il gagne, hein, parce que ça Ouais. voudrait dire qu'il s'en fout vraiment de Vingegaard, quoi. Mohoric, Geschke, Dylan Tuns, Jungels, Ouais, c'est Damiano plus échappé quand Caruso, même.
Pierre Roland, nous dit John Benamon. Il y a Johan Gen, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, la cote est énorme hein, pour le dicteur de Johan Gen, mardi. On a du Woods, on a du Bonamour, du Bettiol, du Ben Thomas. Ben Thomas, c'est intéressant. Dans le cas où il n'y a pas Ouais, c'est dur quand même. d'énormes C'est dur. grimpeurs, dans le groupe, mais ce sera compliqué. Mais il y a globalement énormément de Thibaut Pinot et ce sera quand même un réel plaisir de voir notre Français gagner. Moi, je reste persuadé que c'est la seule chance française de rapporter une étape sur ce Tour de France et que cette étape est la seule chance pour Thibaut Pinot de gagner. À lui de me faire mentir, enfin à lui déjà de gagner cette étape et à lui de me faire mentir en gagnant aussi l'étape du lendemain. Ce sera très bien. Alors, je vais faire une petite manœuvre. Bougez pas, vous allez voir, ça va être assez magique. Je vais enlever ce petit logo On va voir déjà. Gaëtan. Et je pense Attention Gaëtan, que, t'es et je bientôt à pense que, l'antenne Gaëtan. et je pense que si je fais les choses bien, on va voir Gaëtan arriver. Hop, hop, hop. Est-ce que Gaëtan est là? Et il est là, putain. Mais ça marche trop bien, je suis trop content. Salut Gaëtan, comment tu vas? Ah mince, on Ah, on n'entend t'entend pas, je pas. crois. Ça doit venir de chez toi, Gaëtan. On n'a Il y pas, a peut-être le micro qui est coupé. on n'a pas de son. Essaye de voir ton micro, mais en tout cas, on t'entend pas. Si tu as la petite roue crantée sur les paramètres, si tu peux accéder, tu peux choisir ton micro pour faire en sorte de choisir le bon. C'est peut-être ça. Après, là, je me prends un peu pour un spécialiste de la Non, technique que je ne suis pas. mais Robin, c'était parfaitement bien expliqué. Prends ton temps, Gaëtan, t'inquiète. Je vais te cacher, je vais raconter des blagues en attendant à Robin. Oui, Gaëtan est là. Mais non, je crois que je sais pourquoi. Je crois que c'est de ma faute. On va, Oh on va, là là. on va voir. Normalement, est-ce que ça remarche là? Est-ce que tu nous entends, Gaëtan, déjà? Je crois que Ouais, il nous Gaëtan nous entend, mais entend ça depuis le marche début. pas. Ah, oui, il nous entend bien, mais le micro marche toujours pas. Au pire, quitte et reviens, Gaëtan. De toute façon, je tends l'oreille. Donc, si je t'entends, je te mets à l'antenne. N'hésite pas à nous crier dessus. De toute façon, on a fait le tour, hein, Robin, là, sur cette Oui, sur la sur preview, on cette est bon. petite étape. Moi, j'ai quand même, tu vois, quand j'y pense et je t'écoutais beaucoup en parler, j'ai quand Ouais. même envie de voir un Thibaut Pinot l'emporter. Hein. Plus le temps passe, plus j'ai très bon espoir. Euh, ça m'ennuierait quand même déjà de un de ne pas voir de coureur français gagner sur ce tour et de deux voir un Thibaut Pinot qui fait quand même un top 3 un top 5 d'une étape, ne pas mettre transformer l'essai. Gaëtan, est-ce que on t'entend ou pas? J'ai pas l'impression. Il y a un bouton. Vu ce qu'il va nous raconter, il a quand même une autre analyse, une autre vision de la course. Il est vraiment à l'intérieur du peloton, alors que nous, on est là, mais si, il y a du son, vous inquiétez pas, les gars. C'est juste que quand je traficote un peu les boutons sur Non, VDO c'est peut-être Ninja. c'est peut-être moi qui faisais un bruit avec un bouchon de bouteille. Ah bah, si en C'est plus, peut-être moi. Ah, voilà, bonne idée, Balou, qui nous dit présente l'invité en attendant. Bah oui, Gaëtan Scherer, du coup, journaliste sportif pour l'équipe, qui suit maintenant le Tour de France depuis 2-3 ans, et qui cette année, une fois de plus, est sur le Tour de France, il est sur les routes, Est-ce que là, ça fonctionne ou pas, Polo? et plus particulièrement autour de la Groupe AMG. Gaëtan, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous parler? J'ai l'impression que ça marchait. Non, là, Que nous on connaît depuis longtemps. Ah, bah là, il n'y a plus de son du tout. Ouais, bah, le problème, c'est que quand je passe pour essayer de choper Gaëtan, on perd le son. Bah, voilà, c'est revenu. Gaëtan, du coup, nous, on se connaît depuis longtemps. Il est déjà venu pas mal de fois, Ah, ça fonctionne, là, j'entends du son, sur, Polo. sur Roulib. Ah, J'entendais du son, il me semble. Est-ce que Gaëtan, là, ça fonctionne?
Ouais, donc, je termine sur Gaëtan. Voilà, Gaëtan qui suit le Tour de France pour l'équipe, qui est une des fines plumes de l'équipe et qui va notamment nous raconter un peu l'envers du décor de ce Tour de France, notamment avec les dispositifs face au Covid. Lui qui suit particulièrement la Groupama FDJ Oui, on t'entend. et David Godu. T'as entendu Polo ou pas? Ça marche. Polo, t'entends ou pas? Non, j'entends de loin, mais j'ai pas Gaëtan l'image. a dit, est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai entendu. Ouais, j'entends du coup, mais j'arrive pas à le mettre, dans OBS. Ça m'ennuie. Mais il y était déjà, non? Bah ouais, mais là je le vois plus dans. Ouais, non, ça marche. Regarde, dans le chat, ça fonctionne. Just Square qui on l'entend. C'est ouf alors parce que moi je le vois pas et je vois pas où son son pourrait éventuellement sortir. C'est pas grave, ça fonctionne, Polo. Ouais, Gaëtan, est-ce que tu nous entends bien? Très bien. Nous, on t'entend. Si, là, c'est bon. Là, c'est bon. Le moi, son je est t'entends. parfait. Est-ce que le chat t'entend? Parce qu'au pire, on va le faire sans. Oui, ils entendent, Polo, ils entendent. Mais arrête, arrête, t'es pas le chat, Robin. Mais ils ont dit qu'ils non, entendaient, Polo, tu lis pas. Mais non, c'est moi, je pense techniquement que c'est impossible qu'on l'entende. Mais c'est qui a dit on l'entend alors? non, mais Non, en gros, apparemment non alors. relance une dernière fois Gaëtan et On a passé une étape déjà. avec les liens que je t'ai donné et ça devrait pouvoir marcher, ouais. Pourquoi le mec, pourquoi il y a un mec dans le chat aussi. Il pourquoi me dit il y a un mec qui a dit pas. pourquoi il y a un mec qui a dit qu'on l'entendait? Il nous a bien trollé. Vas-y. Allez, on tente la dernière. Vas-y. Et puis en attendant, c'est quoi, Robin? J'ai fait un petit le premier qui suis-je que j'ai pour le chat, un peu le chat. En fil rouge. Alors Robin, tu regardes pas mon écran, je te fais confiance. Lunettes. Merde. Et je vais vous proposer. Hein? Elles sont tombées. L'émission Paravolo. et je vais vous proposer le premier coureur. Je suis donc un coureur né en 1969, âgé aujourd'hui de 53 ans, avec les lunettes de Robin. On attend le retour de Gaëtan. Je suis un coureur de 53 ans, formé, et ça je le découvre, à l'ACBB, Association Athlétique Club Boulogne-Billancourt. C'est mon club, le club avec lequel je joue au basket. Ah, je crois que Gaëtan, t'es là. Du coup, je termine mon qui suis-je. Attends, non, vas-y, on va. Ouais, je termine le qui suis-je. Mais je pense que Gaëtan est là et que ça marche parce que j'ai entendu du son et j'ai de l'image. Formé à l'ACBB, Athletic Club Boulogne-Billancourt, coureur de 53 ans qui commence sa carrière professionnelle en 1992 et qui la termine en 2012, passé notamment par l'équipe Chazal, Casino, AG2R, Crédit Agricole, Latua en 2009 et terminer sa carrière chez Champion System. Au palmarès, je suis. Oh, ça a été trouvé dans le chat, Robin. Est-ce qu'on continue quand même? Non, vas-y, donne la réponse du chat. Ouais, c'était Yann Karsipou. Yann Karsipou, estonien, formé à la CBB, je ne savais même pas. Je rajoute Gaëtan parce que je le vois, je vois qu'il est là, et normalement, cette fois, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher. Hop, je le rajoute là. Dis-moi que c'est bon, Polo. En tout cas, je savais qu'on aurait dû laisser Joseph à la technique. Eh non, regarde, il est là, Gaëtan. J'ai enfin réussi, je suis trop content. Est-ce que Gaëtan, on t'entend bien? On va faire ce premier test. Moi, je t'entends. Est-ce que c'est réciproque? Eh ben, écoute, moi, j'entends. On va attendre de voir si le chat confirme. Moi, j'ai eu deux sons. On attend que le chat confirme. Est-ce que Gaëtan, tu peux juste mettre ton téléphone dans l'autre sens? Comme ça, comme ça, ce sera mieux pour nous. Mais en tout cas, ça marche très bien pour nous. Bon, là, il faut que ton téléphone s'habitue pour que tu sois vraiment en horizontal. Mais en tout cas, ça marche bien. On a du son, on a tout ce qu'il faut. Ça fonctionne. Ça se melouille. Reste comme ça, t'inquiète, ça le fait largement. Bon, écoute, Gaëtan, déjà, comment ça va? Bon, je sais que je t'ai posé 14 fois la question depuis 10 minutes, mais cette fois, tu vas avoir l'occasion de répondre et tout le monde va pouvoir t'entendre.
Ouais, ouais, bah, ça roule, c'est cool. Le Tour de France, c'est grisant, hein, ça reste le truc, ça reste le meilleur événement de l'année, même à couvrir en tant que journaliste. Donc, c'est très usant, même l'approche. En fait, tu commences toujours un grand tour assez bouilli parce qu'il y a quand même pas mal de boulot même à faire en amont et tout. Mais après, tu vois plus les jours passer, donc non, non, ça roule. Comment s'est passée la journée aujourd'hui pour toi notamment? Raconte-nous un peu ta journée qui est peut-être une journée type ou peut-être qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Raconte-nous un peu la journée type d'un journaliste, l'équipe qui suit le tour. Ben, nous, on a la chance d'avoir un bandeau course sur nos véhicules. Donc en fait, on est 9 journalistes à l'équipe à courir le Tour de France, répartis dans 5 voitures. On a un chauffeur pour chaque voiture. Et donc, c'est des chauffeurs qui sont licenciés UCI, donc ils peuvent accéder à l'échelon course. Donc nous, on a la chance de pouvoir suivre des échappées, suivre le peloton, les devancer de peu, enfin vraiment faire un peu ce qu'on veut, en fait, évidemment, dans les règles de l'art. Donc ça dépend évidemment des voitures et du boulot qu'on a à faire, des articles qu'on a à préparer. Mais moi, la plupart du temps, j'essaie de suivre l'étape dans le truc, quoi. On prend un peu d'avance le matin. Quand il y a une échappée qui part, on se met derrière. Et puis le mieux, c'est évidemment les étapes de montagne, parce que là, il y a vraiment moyen de s'amuser en se laissant déporter, en les dépassant, en revenant. Enfin voilà, c'est plutôt assez bonnard. Et bah, le soir, après, c'est causer aux coureurs, faire nos papiers, et puis des fois faire 1, 2, 3 heures de route vers l'hôtel. Donc ça fait des bonnes journées, mais bon, à la force, on s'y habitue, hein. Oui, il y a pire comme métier, j'ai l'impression Ouais, quand même. carrément. Parce que je Ouais, ouais, sais que Robin, lui, a déjà couvert aussi un Tour de France. C'était pour l'équipe aussi, Robin, Ouais, à ouais, tout l'époque. à fait. C'était Et- avant Gaëtan. On s'est pas croisés, malheureusement. On n'a pas eu la chance d'en faire un ensemble. Moi, mais c'était en 2017. Gaëtan, je sais pas, ton premier, c'était quoi, 2018-19 ou c'était plus tard? 2019, moi, je commence à l'équipe, ouais. Ok. Donc on s'est loupé de peu, mais ouais, c'est un truc de fou couvrir le tour pour l'équipe. Mais t'es bien logé parce que tu as justement la chance dont parlait Gaëtan, c'est d'avoir des chauffeurs qui sont là pour t'emmener à droite à gauche, pour te faire tout le trajet sur l'étape. Tu peux même bosser un peu dans la voiture quand tu as besoin. Si tu supportes de travailler en voiture, moi c'était pas trop mon cas, je dois dire. Ouais, ouais, Je suis ouais, un peu, je ouais, suis faut un être peu vite rodé, là. malade. bah, moi, Surtout j'ai. les descentes de col, tu peux difficilement écrire un article, mais franchement, non, t'es quand même dans un grand luxe parce qu'il y a beaucoup d'autres rédactions où les journalistes doivent conduire eux-mêmes, aller eux-mêmes du départ à l'arrivée. Quand tu es pour l'équipe, tu as la chance d'être au max au niveau des conditions de travail. Carrément. Ah, c'est un luxe énorme, hein, on s'en rend compte, hein. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un luxe parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui font et qui conduisent la journée et qui écrivent le soir. Alors, eux, malheureusement, n'ont pas accès à l'échelon course, donc ils sont pas au milieu des coureurs, mais c'est beaucoup plus harassant, quoi. Nous, on a vraiment cette chance. Et du coup, pour rentrer plus particulièrement sur ce tour, le tour actuel, on en parlait un peu avant qu'on s'appelle. Tu me disais, je voulais que tu nous racontes un peu les insights, ce qui se passe un peu autour de ce tour, et tu me disais, mais tu sais qu'avec le Covid, c'est peut-être pas si simple. Raconte-nous un peu, bah, du coup, ce Tour de France qui vit quand même avec cette chape de plomb, cette épée de Damoclès du Covid, même encore aujourd'hui en 2022. Raconte-nous un Hmm. peu tout ça. Ouais, non, mais j'exagérais peut-être. Évidemment qu'il y a des insides, mais c'est vrai que par exemple, là, il y a une semaine, on a été coupé du. On a été interdit d'accéder au paddock équipe le matin, ce qui change pas mal de choses, parce qu'il faut imaginer qu'en gros, le matin, il y a donc le village départ, il y a une zone mixte pour les journalistes qui est spécifiquement dédiée notamment télé et radio, où les coureurs passent en descendant du podium de présentation. Mais en général, la presse écrite, et puis ben, même les autres médias, hein, aiment bien accéder au bus des équipes, donc aller sur le parking du bus des équipes, parce que ça te permet de causer de manière un peu plus informelle, on va dire, avec les directeurs sportifs, les managers, et puis même les coureurs, quoi, une fois avant qu'ils aillent au podium ou quand ils en reviennent. Et à cause du Covid, on en a été coupé. Par rapport à avant le Covid, il y a aussi beaucoup plus de critères d'accès, c'est-à-dire qu'on a un nombre limité de chasubles ou de brassards pour pouvoir accéder au fond de ligne et pouvoir parler aux coureurs après les étapes. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que ça limite. Alors je parle même pas de l'accès aux hôtels parce que je pense que 80% des équipes, quand on fait des entretiens, nous obligent à les faire par Zoom, ce qui change quand même pas mal le relationnel qu'on peut avoir. Et puis même, c'est plus compliqué d'avoir des choses un peu intéressantes quand on n'est pas en vis-à-vis, quoi. Donc voilà, oui, non, c'est un peu coupé, forcément, c'est mieux que l'an passé, mais c'est pas encore ça pour vraiment avoir l'impression d'être au cœur du truc, quoi. Et tu crois que quand il y aura plus, si on arrive à sortir de cette situation, quand il y aura plus ce risque du Covid ou qu'il aurait été géré, on va dire, parfaitement, que ça perdurera ce qui a été mis en place actuellement et qui complique un peu le boulot, ou tu penses que c'est possible de revenir à la situation d'avant? Non, je pense qu'il y a des réflexes qui resteront. Après, il y en a qui sont pas plus mal, hein. Je parlais de la zone mixte qui a été mise en place, par exemple, pour les télés. Pour eux, c'est parfait parce qu'ils ont au moins tous les coureurs passent au même endroit et puis ils peuvent les Ouais. avoir, quoi.
Donc, il y a peut-être il y a sans doute des réflexes qui resteront. J'espère juste que c'est dans le relationnel avec les coureurs, quoi. Que ce sera On pas sait toutes les interviews par Zoom, quoi. Ouais, voilà, que ça sera pas des comptes. Après, même ça, en fait, si c'est juste la conf de presse, en fait, ça te permet juste d'assister à plus de conférences de presse quand c'était éclaté dans les hôtels, par exemple, pendant les journées de repos. Si jamais tu es un média et que tu es à deux, bah, tu n'arrives pas à tout y assister parce qu'ils ils sont éclatés partout dans la ville ou dans la région. Alors que quand tu es par Zoom, tu peux y accéder. Mais c'est sûr que quand tu veux faire des entretiens au long, passer 10 minutes avec un coureur par Zoom ou 1 heure au café de son hôtel, c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est vraiment dans le truc, le relationnel de visu, où j'espère qu'il n'y a pas des mauvais réflexes qui vont rester, quoi. Ok, tu nous parlais justement de ce Tour de France. J'ai commencé direct sur le Covid. Tu m'as dit ouais, mais quand même, il y a quand même des trucs cool. C'est quoi du coup depuis le début de ce Tour qui a commencé maintenant depuis de bonnes semaines, quels sont les trucs cool que tu as fait? Je sais que tu suis notamment la Groupama VDJ et David Godu, que tu es un peu collé entre guillemets à eux pendant ce Tour. C'est quoi qu'est-ce que tu as vu de cool là pendant ces 2 premières semaines de l'intérieur du peloton? Ouais, bah évidemment, on voit plein de trucs cool. Après, ouais, je te disais, je suis chargé du suivi de David Godu sur ce Tour de France. Après, comme on est neuf, en fait, on se répartit vachement la tâche. Donc, j'ai pas, par exemple, tous les papiers qui ont été faits sur David Godu n'ont pas été écrits par moi. Et en fait, comme à la base, j'étais censé suivre Julien Alaphilippe sur l'année, ça a quand même pas mal changé mon poste et mes responsabilités sur ce Tour de France, quoi. Donc, je papillonne un peu, en fait, à droite, à gauche. Je m'amuse sur des entretiens vintage ou des reportages un peu froids, quoi, un peu complètement décalés de l'actu. Là, si je dois sortir un truc cool qui s'est passé pendant le tour que j'ai fait, ça n'a absolument rien à voir avec la course, en fait. C'est que sur la deuxième journée de repos, en fait, donc lundi dernier, j'ai rendu une visite à Axel Daumont, qui était un ancien coureur qui a pris sa retraite récemment et qui est devenu vigneron, avec lequel on a passé une partie de la journée. C'était un reportage super sympa à écrire. Enfin, c'est sympa aussi, genre de se détacher un peu de l'actualité. Sans doute que la présence d'Alaphilippe m'aurait pas permis de le faire. Et donc ça permet de faire le petit pas de côté, quoi, qui est assez sympa. Après, en course, c'est toujours cool. Je veux dire, moi, je serais toujours aussi fasciné et grisé de pouvoir causer aux mecs, je sais pas, à 30 secondes après qu'ils aient passé la ligne, avant de monter dans le bus, tu peux leur demander ce que tu veux pour ton papier. Enfin, je sais que c'est complètement con, mais j'ai encore un peu ce truc grisant et un peu naïf qui fait que ça devient très sympa. Ça devient très sympa à faire, que c'est juste un métier très agréable, quoi. Dans le papier avec Axel Demont, tu avais écrit que tu crachais un petit peu tu avais testé les vins et que tu crachais dans la goulotte devant son exploitation. Est-ce que vraiment tu t'es pas fait un petit kiff de boire un verre vraiment avec lui quand même? J'ai craché le dernier. Ah, ok. Pas le dernier, normalement, Gaëtan, pour picoler un peu. Hein. Oh la réputation qu'il te fait. Course polo. Bon, écoute, ça fait longtemps, mais j'ai des preuves visuelles imprimées dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Il y a une question qui était intéressante dans le chat pour revenir à des sujets sérieux de LCDX qui nous demande, c'est pas vraiment une question, mais ça peut en devenir une. Les relations presse semblent s'être professionnalisées depuis quelques années dans le cyclisme. On trouve des réflexes pratiques du foot, j'ai l'impression. Est-ce que toi, tu as senti un changement à ce niveau-là, peut-être avec la professionnalisation toujours plus pousser des équipes, notamment dans les relations presse, notamment, et dans le rapport que tu peux avoir avec les équipes, toi, Gaëtan? Bah, moi, j'ai un échantillon, je pense, pas très représentatif, comme je suis seulement là depuis 2019. J'ai juste vu l'évolution Covid, quoi. Mais moi, je suis arrivé dans le milieu du vélo, qui était, en tout cas dans la relation avec les coureurs, qui était déjà géré par des attachés de presse. Mais j'ai la chance de travailler avec des collègues qui sont là depuis 30, parfois 35 ans dans le milieu et qui, eux, ont vu leur métier changer du tout au tout, quoi. Donc c'est sûr que c'est terminé les interviews avec les coureurs dans la chambre d'hôtel juste avant qu'il aille prendre sa douche le soir. C'est terminé les cafés avec les coureurs le matin au village départ. Enfin, donc oui, ça c'est un peu... Il y a eu des barrières qui ont été posées par rapport à après aussi, il y a toutes les affaires de dopage et donc la méfiance qui s'est créée aussi entre les coureurs et les journalistes. Hein. Je pense que c'est pas seulement l'argent et puis la professionnalisation qui a fait ça, c'est aussi ce truc un peu de méfiance qui est arrivé au tournant des années 2000. Mais malgré tout, je pense que pour discuter, par exemple, avec mes collègues du foot à l'équipe, ça n'a quand même rien à voir, quoi. Il y a quand même un truc beaucoup plus nature, brut, sans filtre que dans les autres disciplines. Moi, j'ai un peu bossé sur le tennis ou sur le basket, et ce que je vois sur le vélo, je ne l'ai pas du tout ressenti sur ces sports-là, quoi. Donc là-dessus, ça reste quand même très, très kiffant. Ouais. Ok. Pour revenir sur le tour, tu nous disais que tu suivais David Godu.
On va entrer dans le sportif. On est à une semaine de la fin de ce Tour de France. David Gaudu est encore en passe pour jouer un top 5, voire mieux. Nous, on en est persuadé, en tout cas, chez Roue Libre. D'ailleurs, Froufou pose la question à l'instant. Est-ce que tu imagines Gaudu, potentiellement, toi qui as peut-être plus d'infos que nous, comment tu le sens pour les Pyrénées? Et surtout, est-ce que tu penses qu'il peut aller chercher mieux, en tout cas, que ce qu'il a actuellement? Ah oui, oui, qu'il peut chercher mieux, ça j'en doute absolument pas une seconde. J'étais inquiet, c'est peut-être un grand mot, mais après l'Alpe d'Huez, il avait quand même tenu des propos sur son histoire de fait qu'il n'était pas en confiance et tout, qui nous avait tous un peu interloqués. Et je trouve qu'hier, il a quand même donné une très très bonne réponse là dans la montée vers Mende. On sentait qu'il s'est dit allez, maintenant terminé, je lâche les chevaux et j'y vais. J'y mets un bon coup. Et alors j'ai discuté avec Madio ce soir qui disait qu'il le sentait plus trop bien et qui a plutôt bien et qui a vraiment mis l'accent sur le fait que David est quelqu'un qui non seulement se sent en général mieux sur les troisièmes semaines des grands tours et qui en plus, étant donné qu'il a quand même eu un début de saison assez chaotique, a gardé de la fraîcheur, peut-être plus que certains autres leaders. Et hier, je discutais avec son entraîneur, David Han, qui lui, ça plus convenir que les Alpes. Pas mal de. Et puis même qui disait qu'il avait des jambes de feu à ce stade-là, sans vouloir rentrer dans le truc, il a encore une. D'ici Paris. On te perd un peu, Gaëtan, j'ai l'impression là. On te perd un peu au niveau du réseau. J'ai deviné quelques mots. En tout cas, la fin de ton propos, mais je crois qu'on te perdait un peu sur le réseau. À Carcassonne, ça doit quand même être un peu compliqué d'avoir un Wi-Fi de qualité ou une 5G. Mais en tout cas, ce qu'on comprenait de Gaëtan, c'est que voilà, on était quand même beaucoup plus rassurés dans le clan Gaudieu, dans le clan Groupama FDJ, notamment depuis cette arrivée à Mende. Tu nous parlais de ce que disait son entraîneur aussi, Gaëtan. J'ai pas trop bien entendu. Alors, je ne sais pas si tu nous entends bien et si ça remarche parfaitement, mais si tu peux juste nous répéter ce que disait son entraîneur. Alors, tu es reparti, mais j'espère te retrouver vite pour que tu nous donnes la réponse. C'est bon, c'est le retour. Tu nous entends, Gaëtan? Est-ce que tu nous entends? Ouais, ça coupe un peu. C'est capricieux. Il est complètement figé. Ouais, Jouvel, c'était vraiment pas une insulte, mais on sait que parfois dans les hôtels, le Wi-Fi est pas ouf et parfois les hôtels ne sont pas en centre-ville ou quoi que ce soit. Donc pour avoir du réseau, c'est pas simple. Donc faut pas, c'était pas du tout une critique. Écoute, on va choper Gaëtan, ne serait-ce que pour lui dire au revoir, lui qui quand même a quand même autre chose à faire, je pense, que de rester une demi-heure avec nous, dont 10 où on a des problèmes techniques. Il doit envoyer ses papiers pour demain. Écoute, j'attends de voir s'il revient ou pas. Mais en tout cas, nous, on va pouvoir ensuite continuer avec. Envoie-lui un petit message, sinon dis-lui qu'il ne s'embête pas avec sa connexion Internet. Je vais lui envoyer un petit message. Robin, je te laisse t'auto-lancer ta rétro, comme ça j'envoie un message à. Ça c'est beau. J'envoie un message à. Je crois que c'est de retour. On peut lui dire au revoir tranquillement. Oui, il est de retour. Gaëtan, est-ce que tu nous entends? Attends. Non, t'inquiète. C'est nous qui sommes désolés. C'est nous qui sommes désolés. En plus, on te prend de ton temps et tu as peut-être autre chose à faire. En tout cas, on voulait juste te revoir pour te remercier déjà du temps que tu nous as accordé. C'était très cool. Peut-être, s'il se passe des trucs incroyables, peut-être qu'on te demandera de revenir. Nous, tu sais que tu es toujours le bienvenu, le bienvenu chez nous. C'était très cool de t'avoir et on va te laisser à ton taf et à la suite de ce Tour de France. Merci beaucoup d'avoir été là, Gaëtan. Et puis, tu le sais, ici, tu es chez toi. C'est pas la première fois que tu viens. Ce ne sera pas la dernière et tu reviens quand tu veux. Et tu ne m'entends plus. Tu ne m'entends plus. Écoute, tant pis, Gaëtan. On va passer, nous, à la rétro. Avec plaisir. On va passer à la rétro, Robin.
tu voulais nous parler de Vinokourov. C'était compliqué hein, d'avoir Gaëtan, mais au moins on a eu Mais ça a marché pendant un bon quart d'heure. Ouais, mais là ça marche plus. Je crois. On l'a complètement perdu, Gaëtan. Mais écoute, Robin, cette rétro, on va y arriver. Vinokourov est un coureur qui clive, est un coureur qui a vécu des grands et des mauvais moments sur le Tour de France. Raconte-nous pourquoi, déjà, tu avais envie de parler de lui aujourd'hui. Ouais, on va parler de lui parce qu'il a gagné en 2010 à Revel, la dernière étape du Tour de France gagnée par Alexandre Vinokourov, et on est passé aujourd'hui à Revel au cours de l'étape. Donc c'était l'occasion de faire un petit détour par cette histoire du Kazakh. Mais c'est quand même une histoire compliquée entre Vinokourov et le Tour de France, tu l'as dit Polo, entre Vinokourov et le cyclisme même, j'ai envie de dire. Pour remettre un petit peu dans le contexte, comment arrive cette victoire d'étape à Revel? C'est que 3 ans plus tôt, Vinokourov a été exclu du Tour de France. On était en 2007, après un contrôle positif aux transfusions homologues sur le contre-la-montre d'Albi qu'il avait remporté. Donc finalement, une histoire interrompue entre Vinokourov et le Tour de France. Et sur ce Tour 2007, il avait eu une histoire déjà assez incroyable puisqu'il avait chuté en début d'épreuve. Il avait eu 15 points de suture au genou avant finalement de connaître l'exclusion et une suspension d'1 an, donc après son contrôle antidopage. La suite de 2007, c'est que Vinokourov annonce dans un premier temps qu'il prend sa retraite avant de revenir à la compétition finalement en août 2019 après 2 ans sans courir. Et début 2010, il réussit quand même à gagner Liège-Bastogne-Liège et à terminer 6e du Giro. Donc avant cette victoire à Revel sur le Tour de France, il revient vraiment à un niveau de très très haut parmi les meilleurs du peloton. Mais il ne gagnera pas le Tour de France, c'est ça Robin. Bien sûr, on sait au départ du Tour qu'il ne le gagnera pas, parce que chez Astana, il y a quand même d'autres leaders, et notamment Alberto Contador, qui est le vainqueur sortant, qui est le favori à sa propre succession, qui doit se bagarrer avec Andy Schleck. Donc Vinokourov, il est là pour autre chose. Pas vraiment un lieutenant d'Alberto Contador, parce que c'est pas l'idée, c'est pas non plus la philosophie du bonhomme, et pas vraiment co-leader. Il revient 3 ans après son Tour 2007, disons contrasté, dont on voit la photo que tu as mis Polo, ce contre-la-montre à Albi qui va remporter avec le genou bien amoché, et il sera exclu après ce chrono. Et donc à Revel, il gagne en 2010 en chasseur d'étape en attaquant à 10 km de l'arrivée dans la côte de Saint-Ferréol en costaud, parce qu'il réussit à conserver 13 secondes d'avance sur les sprinteurs qui arrivent derrière. Il y a Cavendish, il y a Petaki et les autres. Et donc il retrouve le sourire, un sourire qu'il avait perdu la veille à Mende dans la côte finale, la montée l'Orange à la Berre. Polo, tu peux nous mettre la photo qui est assez marquante. Alexandre Vinokourov avait attaqué, mais il avait vu Contador rouler sur lui ensuite pour distancer Andy Schleck. Là, on voit sur la photo, il y a Contador, Joaquim Rodriguez qui est derrière avec le maillot Katusha, et donc Alexandre Vinokourov qui était échappé depuis quelques kilomètres, et le Kazakh l'avait mal pris finalement de voir son coéquipier lui rouler dessus alors qu'il se dirigeait vers une potentielle victoire d'étape. Il avait dit: c'est moi qui ai bâti cette équipe, je mérite plus de considération, parce que bien sûr, rappelons qu'Alexandre Vinokourov est à la base de cette équipe Astana. Donc Vino, ce jour-là, il en veut pas trop à Contador qui a fait sa course finalement pour le classement général, mais il en veut au staff de ne pas avoir pris son parti, d'avoir géré le final pas à l'avantage d'Alexandre Vinokourov qui termine finalement 3e derrière le duo Rodriguez Contador à 4 petites secondes, donc ça s'est vraiment joué à peu. Au final, Alexandre Vinokourov, il va terminer ce tour 15e du classement général après une défaillance dans l'étape du Tourmalet où il prend 10 minutes. C'est dommage parce que sans ça, il allait sûrement chercher le top 10, il était 9e au classement, mais il reviendra quand même sur le Tour 2011. À l'époque, il assure que c'est le dernier et qu'il rêve du maillot jaune, qu'il voudrait le porter un jour, voire une semaine. Finalement, il n'y aura rien de tout ça. Il chute dans la descente du pas de Pérol, il se fracture le fémur, une chute impressionnante, et il abandonne. Il annonce la fin de sa carrière avant de revenir sur sa décision. Encore une fois, on avait l'habitude avec Vinokourov, il avait déjà fait le coup en 2008. Donc là, finalement, il reviendra sur le Tour de France. Ce qui devait être le dernier n'était que l'avant-dernier. Et son dernier tour, ce sera finalement celui de 2012. À l'époque, pas de victoire d'étape et une 31e place finale, donc c'est un petit peu plus anecdotique. Pas de grand exploit cette fois-ci. Mais quelques semaines plus tard, il va aller chercher le titre olympique à Londres, Alexandre Vinokourov. Et cette fois, c'est vraiment la fin. Il va faire une course, il va faire la Classica San Sebastian pour célébrer un petit peu son titre de champion olympique et ensuite raccrocher. Merci beaucoup Robin, toujours intéressant de parler d'Alexandre Vinokourov qui, comme je le disais quand je t'ai lancé, un lancement pas facile étant donné que je dois faire approximativement 30 000 trucs à la fois ce soir.
Robin, tu nous as, comme d'habitude, régalé. Moi, Vino, c'était vraiment un coureur que j'aimais bien. J'ai quand même des beaux souvenirs. Dans le chat, Tom le disait, son Tour 2003 est quand même magnifique. Cette étape de Gap, notamment. On se souvient aussi de sa victoire sur les champs, qui peut donner des idées à Mats Pedersen, notamment. Je dis ça, je dis rien. Voilà, Vino Kourov qui nous a enchanté sur le tour et qui nous a fait aussi déchanter. Voilà, si vous voulez un peu un polo poète ce soir pour finir, c'est cadeau. Bon, pour finir, et vu qu'il est tard, on a eu des petits soucis techniques qui nous a fait un peu retarder. Je vais vous faire un dernier qui suis-je pour vous quitter. Robin contre le chat. Vous savez comment ça marche. Un qui suis-je que je qualifierais de pas simple. Un qui suis-je que je qualifierais de pas simple. Polo, au score, il y a 12-8. Si je gagne, je passe à 13-8. Sinon, non, si je gagne, j'égalise carrément parce que le chat a gagné tout à l'heure. Si le chat gagne, tu reviens à 12-10. Ah, c'est fair play. C'est fair play. Le chat, vous jouez pour moi. Vous avez entendu, hein. Vous pouvez faire revenir Polo à 12-10. Le chat, vous jouez pour moi et c'est important parce que là, on arrive dans le mode time de ce Tour de France et ça vaut le coup de me faire gagner. Alors, je m'ouvre la page PCS et la page aussi Wikipédia pour ne pas dire de bêtises. Voilà, c'est fait. Je sais que Robin, tu n'as pas de vision là-dessus. Je suis né le 17 juillet 1977. C'est donc mon anniversaire aujourd'hui, à l'instar de Joseph Ruiz. C'est pour ça que je l'ai choisi. Né le 17 juillet dans une ville qui s'appelle, je ne vous le dis pas parce que ça vous donnera un indice. J'ai actuellement 45 ans. J'ai 45 ans et j'ai commencé ma carrière professionnelle en 97. Je l'ai finie en 2012. Au cours de ma carrière, j'ai pas un énorme palmarès, mais on peut me considérer comme un Flandrien de qualité. J'ai notamment remporté les 3 jours de la Panne en 2006. Et je suis champion de Belgique de contre-la-montre en 2001, 2006 et 2007. Leif Host. Leif Host, bravo Robin. Là, c'est énorme. C'est énorme. Oh. Là, c'est fort. Ah, c'est fort, parce que dans le chat, ils n'y étaient plus. Tony Buell, attention. Il est sorti vite. Vu qu'il y a un peu le décalage, je pense que Tony Buell et Chiki l'ont à peu près en même temps que toi. Seth Raptor aussi. En fait, Toff, etc., ils l'ont peut-être à peu près en même temps que toi. En fait, il faudrait. C'est dans le chat, ils sauront s'ils l'ont eu avant. Est-ce que vous l'avez dit? Ouais, voilà. Dites-nous en toute honnêteté si vous l'avez eu avant Robin ou pas. Mais à mon avis, je pense que l'info sur les championnats de contre-la-montre de Belgique, ça vous a aidé. Le chat l'a eu avant, le chat gagne. Bon, bah allons-y. On vérifiera. Je regarderai le replay. Et si ce n'est pas le cas, on corrigera. Mais victoire du chat. Bah bravo, parce que pour moi, c'était pas simple. Mais après, pour un Belge, peut-être que 3 fois champion de Belgique du contre-la-montre, ça aide comme info. Moi, j'avoue qu'en tant que Français, ça m'aidait pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a fait de très belles places, notamment sur Paris-Roubaix, et qui reste l'un des coureurs très solides du peloton du début des années 2000 et aussi une référence, mais que j'avais un peu oublié. Tu vois, j'étais content qu'on se remémore un peu le bon Leif Host. Il y avait 14-8 apparemment, Polo, donc ça fait 14-10 désormais. 14-10, ok. En tout cas, merci beaucoup le chat. Vous avez assuré, mes amis belges. Je sais que parfois vous êtes un peu saoulés parce qu'on parle beaucoup des Français, mais ce soir, je vous aime d'amour. Vous m'avez assuré. En plus, vous gagnez aujourd'hui sur le Tour de France. Une nouvelle victoire pour la Belgique sur la grande boucle. Tout va bien pour vous. Donc pourvu que ça dure. Enfin, nous, on va quand même espérer avoir une petite victoire française d'ici la fin de ce tour. Mais voilà, histoire dans le C1, ce serait hyper sympa. Merci pour tout, les gars. On a fait une belle heure 17 d'émission. On n'a pas chômé aujourd'hui. On a eu ces petits soucis techniques avec Gaëtan. On en est encore désolé. Mais en tout cas, le principal, c'est qu'on ait pu la voir et qu'il ait pu un peu nous raconter comment se passait le tour de l'intérieur chez l'équipe en 2022 et sans nul doute on essaiera de le revoir avec une qualité un peu supérieure pour qu'il nous débriefe notamment ce qu'il a vu pendant ces 3 semaines. Merci à tous d'avoir été encore nombreux malgré l'étape qui n'était pas l'étape la plus intéressante de ce tour. Même si on s'est régalé. Nous on s'est régalé. De toute façon là on n'est qu'avec des gens qui se régalent du vélo et qui seront là pas demain du coup parce que demain il n'y a ni émission Winamax à 11h ni quotidienne parce que c'est journée de repos. On se retrouve mardi matin à 11h pour faire la preview de la première étape des Pyrénées. Et comme l'a dit Robin, il va s'en passer des choses. Donc, soyez là, 11h Winamax mardi matin, 19h pour le débrief d'une étape qu'on annonce bien salée. Et là, je suis sûr que vous serez au rendez-vous.
et on aura l'occasion de se régaler ensemble encore pendant 1 heure, pourquoi pas 1 heure et demie, comme c'est le cas ce soir. Si Thibaut Pinot gagne à fois, on passera peut-être un petit peu plus de temps. Voilà, c'est clair. Et en tout cas, j'ai déjà hâte d'y être. Allez, bonne soirée les rouleurs, les rouleuses, et nous on se retrouve mardi. Bisous. Ciao. Ciao.